Au XVIe siècle, la jeune République des Pays-Bas unifiée a dû faire face à la supériorité de l'armée espagnole qui dominait les champs de bataille européens à cette époque. L'atout des Espagnols était le tercio, une formation échelonnée en profondeur qui combinait de manière presque idéale les piquiers et les tireurs et qui était généralement soutenue par la cavalerie et l'artillerie. C'est contre cette machine de guerre que les Néerlandais ont dû se battre pendant la guerre de 80 ans pour gagner leur indépendance vis-à-vis des Espagnols. Dans cette vidéo, nous voyons comment les Néerlandais ont abordé cette tâche herculéenne et comment ils se sont battus. Les Néerlandais savaient qu'ils devaient réformer leur armée s'ils voulaient préserver et défendre leur nouvelle république. Ils ont pu tenir tête aux Espagnols dans la guerre de siège, comme le montrent les sièges de Haarlem, Ostende et Anvers. À Anvers, pour donner un exemple, les Néerlandais ont inondé une grande partie des environs, ont attaqué un pont de bateaux des Espagnols avec des bateaux-feu et ont construit un navire de guerre géant. Ce n'est que grâce à des travaux de retranchement très coûteux que les Espagnols ont finalement réussi à affamer la ville. Mais malheureusement, les sièges ne suffisent pas à gagner une guerre. C'est pourquoi les Néerlandais avaient absolument besoin d'une armée de campagne puissante. Ils ne pouvaient pas simplement laisser le champ libre aux Espagnols, sinon ils se seraient limités à une guerre purement passive et les Espagnols auraient pu aller et venir à leur guise. 3 hommes en particulier ont relevé ce défi, à savoir les comtes de Nassau, Maurice, le prince d'Orange, et ses cousins Guillaume, Louis et Jean. Après des études intensives et 2 semaines de tests, ils ont publié en février 1599 une ordonnance sur l'armement des gens de pied révisée. L'adaptation la plus importante consistait à remplacer les armes de mêlée par des armes à feu et des piques. Selon Olaf de Nimègue, cela a été mis en œuvre très rapidement, de sorte que les unités néerlandaises ne comptaient déjà plus que des tireurs et des piquiers en 1609. Équiper autant d'hommes de mousquets était bien sûr très coûteux. Mais Maurice d'Orange savait que l'avenir appartenait aux armes à feu et le commerce néerlandais avec l'étranger était en plein essor à la fin du XVIe siècle. De sorte que les conditions financières étaient meilleures que jamais. Mais l'adaptation de l'armement n'était pas tout. La tactique et la formation des troupes devaient également être adaptées. Pour cela, Maurice et ses compagnons d'armes se sont fortement inspirés de la littérature classique romaine, hellénistique et byzantine. De nombreux penseurs contemporains, comme le philosophe et scientifique militaire néerlandais Justus Lipsius, qui a eu une grande influence sur les réformes, ont comparé les massifs tertiaux espagnols aux anciennes phalanges macédoniennes, qui avaient trouvé leur maître dans les manipules romaines plus maniables. Lipsius était d'avis qu'une formation plus agile était aussi la solution au XVIe siècle. Maurice pensait apparemment de même, car selon l'historien Werner Halwig, les réformateurs ont clairement adopté des éléments de la guerre antique. Les réformateurs néerlandais espéraient que leur nouvelle formation leur donnerait plus de flexibilité et une meilleure répartition de la force en cas de choc avec une formation ennemie. Ils y sont parvenus en disposant les unités en échiquier sur le modèle des manipules romaines, dans ce que l'on appelle l'ordonnance néerlandaise. Leurs unités, appelées demi-régiments ou bataillons, étaient les plus petites et comprenaient 800 à 900 hommes, ou même plus tard, seulement 500 à 600 hommes. Cette formation permettait de répartir le risque global et si un seul bataillon se brisait, était blessé ou s'enfuyait,
ils pouvaient être remplacés par une des unités de la deuxième ligne pendant que les troupes voisines se couvraient. La première bataille dans laquelle l'ordonnance néerlandaise a été utilisée est l'une des rares batailles en rase campagne que les Néerlandais ont menées, a été la bataille de Newport en 1600. Là, ils ont organisé leur bataillon de 250 piquiers et 240 mousquetaires de manière à ce qu'ils soient divisés en 5 blocs de piquiers de 5 hommes de large et 9 hommes de profondeur, et 6 blocs de mousquetaires de 4 hommes de large et 10 hommes de profondeur. Les Néerlandais attendaient les Espagnols en position de force sur quelques dunes. Les tercios ont avancé contre eux et après une longue bataille, ils ont réussi à prendre d'assaut la colline et à mettre en fuite les régiments qui y tenaient la position. Mais ensuite, le vent a tourné et une série de contre-attaques et d'assauts de cavalerie ont brisé les lignes de l'infanterie espagnole. Peu après, elle s'est désorganisée et a pris la fuite. Les pertes étaient si importantes des deux côtés que Maurice a décidé d'éviter les batailles en campagne autant que possible. Au lieu de cela, comme nous l'avons dit, il a misé de plus en plus sur les sièges. La division en petites unités rendait l'interaction entre les différents régiments plus difficile. Et c'est là que la deuxième mesure centrale entre en jeu, le drill. Pour que les ordres puissent être exécutés rapidement et avec précision, les Néerlandais ont commencé à entraîner leurs soldats de manière intensive. Il s'agissait d'une part d'entraîner les soldats à des gestes individuels et d'autre part de pratiquer des manœuvres au sein de l'unité. Ce n'est que lorsque tout le monde travaillait main dans la main que les instructions tactiques pouvaient être appliquées efficacement. Cette formation beaucoup plus complexe était mise en œuvre par les cadres moyens et inférieurs. En conséquence, les sous-officiers sont passés du rôle de combattant à celui d'instructeur, de coordinateur et de surveillant, et les premières tentatives de formation d'un grade d'officier professionnel ont vu le jour. Pour les tireurs en particulier, il était indispensable de s'entraîner au maniement de leurs armes jusqu'à ce qu'ils maîtrisent chaque geste les yeux bandés. Le chargement d'un mousquet était très complexe et prenait relativement longtemps. C'est pourquoi, dans des conditions de combat stressantes et chaotiques, il n'était guère possible de tirer plus d'un ou deux coups par minute. De plus, les armes de l'époque étaient très imprécises. Pour que leur tir soit tout de même efficace, plusieurs tireurs devaient tirer en même temps et il ne fallait pas attendre trop longtemps avant que la prochaine salve ne suive. Selon une lettre de Guillaume Louis à son cousin Maurice, les tireurs néerlandais résolvaient ce problème en faisant tirer la première ligne en même temps, en se retournant et en marchant derrière la formation. Ainsi, la ligne de tir était libre pour la deuxième rangée. Lorsque la dernière rangée avait tiré, la première s'était à nouveau avancée et avait chargé ses armes. Cette manœuvre était appelée contre-marche parce que les soldats marchaient derrière la formation dans le sens inverse de l'attaque. Selon Olaf van Nimwegen, l'un des principaux problèmes était que le front devait être allongé. Pour que les mousquetaires aient suffisamment de place pour manier leurs armes et revenir entre leurs camarades, il fallait laisser un passage d'environ 1,80 m entre chaque rangée. Cette large disposition rendait les mousquetaires vulnérables aux attaques de la cavalerie. Mais Guillaume, qui cherchait sans relâche à optimiser les nouvelles formations, a trouvé une solution à ce problème à l'été 1595. L'enfilade.
Les tireurs ne se déplaçaient plus individuellement entre leurs camarades vers l'arrière, mais marchaient en file indienne des deux côtés. Ainsi, les larges espaces n'étaient plus nécessaires et le front pouvait être dégagé plus rapidement. Mais la question de l'interaction avec les piquiers restait ouverte. Le front d'un bataillon néerlandais était large d'environ 57 mètres. Cette large répartition avait pour conséquence que les mousquetaires, lorsqu'ils étaient attaqués, ne pouvaient pas se mettre à couvert assez rapidement derrière les piquiers sans provoquer de confusion. Les réformateurs n'ont trouvé une solution à ce problème que lors de la campagne de Jülich en 1610. C'est là qu'ils ont placé leurs troupes de manière à ce que les mousquetaires puissent marcher entre les piquiers. De plus, 2 rangs tiraient en même temps, le premier à genoux et le second debout. Cela augmentait encore la puissance de feu et permettait une salve de 144 coups en une seule fois. L'historien Geoffrey Parker appelle cette forme améliorée de contre-marche un tapis roulant de la mort. Cette tactique a rapidement fait école en Europe et a été utilisée par exemple par Gustave Adolphe lors de la fameuse bataille de Breitenfeld en 1631. En plus de cette réforme centrale de l'infanterie, l'artillerie et la cavalerie ont également été restructurées. Maurice n'était pas particulièrement fan des grosses pièces d'artillerie car elles étaient très inertes et il les utilisait donc avec parcimonie. En ce qui concerne la cavalerie, les Néerlandais étaient très avancés. En 1594, ils remplacent leurs lourds lanciers par des cuirassiers plus légers. C'était tout à fait logique, car le terrain aux Pays-Bas était plat, mais le sol était souvent trop mou pour la cavalerie lourde. Les réformes de l'armée oranaise étaient un succès. Non seulement elles constituaient une base essentielle pour les réformes suédoises ultérieures sous le célèbre roi Gustave Adolphe, mais elles étaient aussi le premier pas vers une guerre plus linéaire. Les tacticiens autour de Maurice d'Orange ont également atteint leur objectif immédiat. Grâce à son armée réformée, la nouvelle République des Pays-Bas unie a pu faire face aux Espagnols et gagner son indépendance.